Chers amis, bonjour et bienvenue, merci d'être avec nous. Voici une nouvelle émission, une belle émission, j'en suis convaincu, car celle que je vais recevoir sur le plateau, d'abord vous la connaissez au travers des émissions qu'elle propose, ensuite elle est en parfaite adéquation avec la ligne éditoriale d'ABC Talk TV, puisqu'on parle de développement personnel, de spiritualité, de bien-être, et elle est rayonnante, et elle est solaire, c'est Karine Arsène. Bonjour Marc, ça va Ça bien? va? Je suis tellement heureuse C'est de vrai? te rencontrer et de passer ce moment avec toi. On est tellement bien ici, hein. Tu m'as dit de prendre mes aises, c'est ce que Ben j'ai voilà, fait, hein. J'ai exactement. comme à la maison, moi je suis toujours en tailleur comme ça. T'as ton café, Tu m'as fait un super café à voilà. manger comme j'aime américain Elle sans me dit, sucre. Karine, elle me dit en arrivant, elle me dit, merci de m'avoir nourri. Voilà, Oui, parce parce que que t'as pas eu le temps de manger. j'ai pas eu le temps, j'ai même Ouais, oublié de manger ouais en ce c'est moment ça. avec Ouais. la promo du livre. Ouais. Et je me suis dit, mais en fait, est-ce que je vais vraiment tenir avec toi? Et je voulais vraiment être arrivée avec ta Des petite soupe. petits biscuits, des petits, voilà, des petites choses. Je suis très très content que tu sois là, d'abord parce Moi aussi. qu'effectivement, on te connaît au travers de l'émission que tu présentes et on va y revenir sur C8, le mag qui fait du bien. Et puis, il y a ce bébé-là. Ce bébé-là qui vient de sortir, c'est ton bébé. Euh, c'est comme un accouchement Oui, qui n'a pas été sans douleur, c'est ça. qui n'a pas été simple non plus, parce qu'il faut oser se dévoiler, il faut oser se mettre en avant, il faut oser dire peut-être parfois ce que la télévision dite mainstream sur laquelle tu évolues empêche de dire, sauf que toi visiblement, tu t'autorises à dire tout ça. Je me suis autorisée parce que je pense qu'on ne peut pas véritablement encourager si on ne s'aligne pas au cœur de tout le monde. Et finalement, ce que j'ai vécu, euh, tout le monde peut s'y retrouver dans certains aspects ou certains moments phares de ma vie que j'ai vécu. Et donc, si véritablement, parce qu'il n'y a pas un seul endroit où quand j'ai écrit ce livre-là, c'était pour me mettre en avant. Aucun intérêt de faire un livre autobiographique, personne n'en a rien à faire. Tu vois. Mmh, mmh. En revanche, dire que voilà, j'ai aussi traversé les ombres jusqu'à la lumière. Et j'ai rencontré des sages, des hommes sages, des femmes sages qui m'ont aidé finalement à trouver des clés, qui m'ont permis de balayer certaines illusions, ce que certains appelleraient les croyances limitantes. Mais c'était ça que je voulais en fait raconter. C'est que si moi j'ai réussi, alors vous aussi. Ça, c'est ce que je t'ai dit aussi hors Mm. antenne. C'est C'est formidable vrai. de pouvoir, mais oui, de te dire, si toi tu le fais, je me dis, waouh, peut-être que je peux le faire aussi. Mais Peut-être que c'est les gens certain. qui nous regardent peuvent le faire aussi. Pourquoi tu as mis 2 ans pour écrire ce livre? Alors j'avais signé, normalement je devais le rendre un an après. Ouais. Et alors j'ai des éditeurs qui sont quand même assez formidables et qui n'ont pas voulu me mettre de pression. Guy Mais Daniel. voilà, Guitry Daniel, mais je ne pouvais pas aller plus vite que la lumière parce que c'est un livre que j'ai voulu vibrant et que j'ai voulu écrire sur cet endroit que je ressens doré, cet endroit que j'appelle l'état d'éveil, que certains appellent la source, le divin ou d'un autre mot, peu Hmm. importe, mais qui n'est pas pollué par nos souffrances, nos attachements dans cette vie-ci. Et pour ceux qui y croient peut-être depuis le passé infiniment lointain. Hmm. Et dans cet endroit, finalement, je ressens une énorme force vitale, beaucoup de gratitude. Et aussi tu sais, cette impulsion de vouloir encourager l'autre, de vouloir vraiment réveiller l'espoir dans le cœur de l'autre. Et je voulais que chaque mot que j'écrive, finalement, soit un peu des lettres dorées qui vibrent au même rythme, finalement, de ce que je ressentais. Ce que tu n'as pas eu quand tu étais dans ces périodes, et on va y revenir, un peu difficiles de ta vie? En tout cas, pour ces 2 ans de combat, il y a eu des moments où j'ai pareil, hein, parce que même si aujourd'hui j'ai beaucoup transformé certaines choses, il y a des moments où c'est la matière, ce qu'on appelle la matière grise. Tu sais, ces moments où en fait tu bosses tellement que le soir, lorsque tu dois écrire, bah j'étais plus connectée à cet endroit-là. Donc c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps. En revanche, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec quand même ces grands combats que j'ai, ces moments phares que je raconte dans mon livre, où chaque chapitre aborde finalement Hmm. euh, un thème concernant, soit sur la santé, sur le travail, comment réaliser sa mission, où est-ce que je suis fait pourquoi en fait, voilà toutes les questions qu'on peut se poser, comment réaliser ses rêves jusqu'au bout et les matérialiser. Parce que Hmm. finalement, j'ai écrit un livre que je voulais un peu, et d'ailleurs j'ai mis de la musique, j'ai mis des bougies, du son, des couleurs, j'avais besoin vraiment de rentrer dans mon propre conte que j'ai créé, que j'ai matérialisé, ce conte initiatique euh, des temps modernes. Donc, c'est truffé de paraboles, de contes modernes, etc., avec ces moments phares sur la santé, le professionnel, etc., et que j'ai vraiment transformé du poison en remède, Hmm. en Hmm. lumière. Ce qui est très intéressant aussi chez toi, c'est que euh, travaillant sur cette chaîne qui est C8, Ouais. dans cette émission qui s'appelle Le Mag qui fait du bien, on a une image de toi, si on ne te connaît pas et si on ne te lit pas,
qui peut être parfois complètement à l'opposé de ce qu'il y a dans ce livre. D'ailleurs, il y a une préface de ton livre de Frédéric Lenoir, il dit cette phrase très très belle, il dit « La première fois que je t'ai rencontré, Karine, il y a 7 ou 8 ans, j'ai été frappé par ton caractère très enjoué, très positif, très enthousiaste. C'est vrai que tu dégages ça. Et parfois, on peut même se demander si c'est pas, pardon, mais un peu fake ou un peu too much parce que tu te astreins à être dans cette dynamique positive, heureuse, souriante. Tu peux comprendre qu'on puisse avoir cette image-là de toi? C'est très intéressant ce que tu me dis parce que ça fait quelques semaines seulement que je réalise quelque chose. C'est que en écrivant ce livre, finalement, je suis obligée de reprendre cette légitimité. Je suis obligée de livrer vraiment ce que je suis. Et finalement, j'adore mettre les gens en avant. J'adore aider les autres. Ça, c'est quelque chose de facile. Et j'aime bien aussi le côté, tu sais, où je rigole, j'envoie des vannes à la télé, etc. Parce que je suis en train de dire un peu aux gens, je ne suis pas si légitime que ça. Hein. Me rentrez pas dedans. Parce que j'ai appris dans mon enfance à ne pas prendre trop de place. Sinon, je pouvais vite être punie. Je pouvais vite ne pas être aimée. Donc, quelque part, quand tu dis que ça pourrait être interprété comme du fake, bah, j'ai envie de te donner raison aujourd'hui, maintenant que je réalise que même moi, en fait, je porte un petit masque parce que là, je suis en train de la reprendre véritablement depuis que j'écris ce livre-là. Mais j'aime bien me cacher derrière aussi cette Karine, derrière ses dents, tu vois, et ses sourires. Non, mais c'est vrai, mon père, il les comptait quand j'étais petite. Il allait à 3, 4, 43, 100, 108. Et en fait, c'est la vanne de mon père quand j'étais petite. Et j'ai appris à me cacher derrière ce sourire un peu quand même. Parce que j'aime pas trop déranger. Ouais. Et on me disait souvent, mais attends, mais t'as pas envie de faire encore plein de choses à la télé? Ouais. Mais ok, je suis à la télé, mais je veux pas aller trop vite. J'aime bien, je m'enorgueille presque. Tu vois? Et là, je réalise que non, il est vraiment temps maintenant que je montre qui je suis. Et que tu acceptes d'être qui tu es. Oui. Et en fait, je suis bien accueillie. Je voudrais te montrer, alors toute notre émission va être ponctuée avec des petites images qu'on a préparées, sur lesquelles évidemment tu peux intervenir et rebondir. D'accord. Et j'aime bien les parcours de vie. J'aime cette émission, les rencontres, c'est aussi ça, connaître un petit peu l'envers du décor. Oh, mais tu veux me faire pleurer. Tu sais que je suis sensible, moi. Ouais. Ce petit bout-là, c'est toi. Comment était cette petite fille? Quelle a été la vie de cette petite fille? Et tu m'as piégé. il va y en avoir d'autres comme ça. T'as pas le droit parce qu'en plus tu sais, plus je vieillis, plus je suis sensible. Et comme je dors pas beaucoup en plus, et que je raconte donc là, très émotive. Voilà, bon. Oui, non, mais c'est très important le point de départ, parce que c'est comme ça qu'on arrive à comprendre aujourd'hui qui tu es, comment tu t'es forgé, quels ont été tes combats. Qui est cette petite fille? Comment est-elle à cette époque? Comment vit-elle? Comment grandit-elle? C'est dur. Marc, je m'y attendais pas, t'es le premier à me faire ça. Cette photo, elle est sur tes réseaux. Hein. Tu veux qu'on passe? Attends, je vais juste me calmer 2 secondes. Parce que je m'y attendais pas et... C'était vraiment pas le but. Je sais bien, hein, je te connais, je sais que c'est ton cœur. Non, mais ça m'émeut en fait, parce que je suis en train en ce moment Il y a toute une de revenir sur toutes ces étapes. Bien sûr, bien sûr. Donc, comme tu disais, c'est un accouchement. Mais on est obligé d'en parler. On est obligé de parler du divorce de tes parents. On est obligé de parler de l'importance de ton beau-père. On est obligé de tout ça parce que c'est ce qui a forgé la Karine qu'on connaît aujourd'hui au travers de la télévision. Bien sûr. Est-ce que on va te donner des Kleenex? Oui, je veux bien Marin. On va donner à Marin. On va juste demander à Marin qui réalise l'émission et on coupera pas parce qu'on laisse ça comme ça. Je sais très bien en plus que tu. Non, c'est vraiment je sais pas... que ton élan. D'ailleurs, je le sentirai parce que je suis très. Tout passe par le corps. Voilà. Merci Marin. Merci Marin, c'est absolument adorable. Bon, bah alors je me suis poudrée pour rien dès le départ. Tu aurais pu attendre de m'envoyer cette photo à la fin de l'émission. Alors en fait, qui je vois, bah, bien sûr que c'est moi. Déjà, tu vois, j'avais besoin d'être rassurée. Hein. Même dans les moments les plus intimes qui soient, j'avais besoin d'avoir ma famille que je m'étais créée. Hein, ce monde onirique. Mes doudous, mes poupées, Géraldine. Elle s'appelle Géraldine. Voilà, je te la présente. Et Nounours, il s'appelle? Nounours, je crois qu'il n'avait pas de prénom. Alors j'ai pas. Non, c'était Géraldine qui m'avait. D'ailleurs, je voulais être blonde quand j'étais petite. Est-ce que c'est une petite fille heureuse? À ce moment-là, pas tant que ça en fait. Mais tu vois, c'est ce que je raconte dans mon livre, c'est que
Finalement, ma mère aussi a vécu des choses difficiles. Moi, j'ai vécu, alors un petit peu plus tard, hein, j'ai vécu aussi l'abandon de mon père, qui est parti, qui a claqué la porte et que j'ai pas vu depuis pendant 20 ans après que je suis allée rechercher. Et puis, j'ai une maman malheureuse. Voilà. J'ai une famille malheureuse. Et donc, moi, je pense qu'on choisit aussi sa famille. Alors, je sais que certaines personnes vont dire, ah, c'est bizarre, etc. Mais dans ma croyance, on arrive avec, une âme. Voilà. Ce que j'appelle le karma. Le karma, qu'est-ce que c'est? C'est cette tirelire dont parle mon père quand j'étais petite, plus ou moins remplie, qui sont les causes que l'on crée depuis le passé infiniment lointain. Tous ces actes, finalement, qui soit créent des valeurs et protègent la dignité de la vie, ou soit la détruit. Et donc, cette tirelire est plus ou moins remplie quand tu arrives. C'est ton âme, finalement. Est-ce que tu t'es construit? Et en fait, moi, elle était, je pense, sur plein d'... Alors, on pourrait penser qu'elle était vide, mais finalement, je me dis que lorsqu'on vit des difficultés déjà tout petit, on gagne en profondeur. Et je me demande si c'est pas de la bonne fortune, finalement. Est-ce que c'est pas ça, avoir une bonne tirelire? C'est vivre dès le départ, finalement, des difficultés, des obstacles, qui fait que dans la vie, bah voilà, tu commences à la polir. Alors, tu as toujours le choix, hein. Soit tu décides que cette expérience devienne évolutive ou soit régressive. Mais j'avais quand même quelque chose au fond de ma vie. Je suis arrivée avec beaucoup de force vitale et beaucoup de joie. Et je me suis dit que, voilà, il fallait avancer. J'ai toujours avancé, quoi qu'il en soit. Quelle éducation on te donne? Bah, en fait, c'est une éducation complètement antinomique avec celle que je vois dans la rue. Après, plus tard, quand je suis adolescente, moi, c'était l'époque des sacs US, des jeans déchirés. On était toutes fans de Vanessa Paradis et de Lenny Kravitz, tu vois. Et quand je rentrais à la maison, moi, j'avais une éducation très sévère, très autoritaire. Bah, ma mère est vietnamienne et indienne. Donc, chez moi, si tu veux, on ne sort pas. Elle a choisi mes vêtements jusqu'à, je sais pas, moi, encore à l'adolescence, elle choisissait encore mes vêtements, tu vois. Donc, il y avait une vraie séparation entre la vie que j'avais au lycée ou au collège et quand je rentrais à la maison. Donc, j'ai pas su ce que c'était les sorties, tu vois, les soirées, les booms, ou même de sortir avec un garçon. Donc, il y avait une énorme frustration, une énorme colère, et en plus, on est né pour servir les parents. Mm. On existe, on n'a pas d'identité en fait. Je n'avais pas d'identité. Je Ouais, ne c'est suis ce que là tu que dis. pour servir ma mère. C'est ça, oui, j'ai le sentiment, tu dis, d'être sur cette terre uniquement pour servir ma mère, n'exister qu'à travers elle, hein. C'est ça. Ouais. Donc finalement, tu te construis des petits, déjà un monde onirique, ce qui m'a permis finalement après, tu vois comme quoi il y a du beau, de vraiment, je fuse, hein, j'adore créer. Tu vois, cette créativité, je l'ai vraiment alimentée dès mon plus jeune âge. J'étais aussi happée par les étoiles et le ciel des petites. Donc aussi à cette spiritualité, quelque chose de beaucoup plus grand que moi et qui me sauvait à ce moment-là. Mm. Est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire? Ah oui, je veux chanter, je veux danser, Ah, je veux oui. être sous la lumière, Déjà. déjà, toute Mm. petite. Mm. Et j'ai fait le conservatoire. En fait, à la base, je devais être chanteuse. Mais j'aurais rêvé aussi être danseuse. Tu vois, j'ai fait 10 ans de salsa après. J'ai fait le studio Alice Donna à l'époque, tu sais, qui ressemble un petit Bien peu au sûr. petit conservatoire de De Mireille. Mireille. Mm. Et j'ai fait plein de choses, j'ai eu plein de vies. Mm. Donc, effectivement, on sent bien que, et comme dans toutes les familles, les séparations, les parents qui se séparent, grandir comme ça avec parfois une éducation un petit peu sévère. Mémé Tong, Et mes tongs. euh, c'est ta grand-mère? C'est ma grand-mère qui était voilà, fille de mandarin au Vietnam, qui disait le jour où on n'aura plus d'argent, c'est le jour où il n'y aura plus d'eau dans la mer. Tellement, voilà, toute la rue principale de Hanoï au Vietnam appartenait à ma famille. Ils habitaient dans un château. Ma mère avait un serviteur quand elle était petite. Donc, famille très bourgeoise. Oui, de noble, tu Mm. vois, de princesse. J'aurais été une princesse s'il n'y avait pas eu la guerre. Et les communistes sont arrivés, et là, la monnaie a changé, et ils ont tout perdu du jour au lendemain. Et ma grand-mère est arrivée à l'âge de 40 ans avec tous ses enfants, Mm. toute seule. Et ma mère a vécu un peu la même chose que moi, finalement, tu vois. Donc, tu te construis comme ça, on sent bien que le cadre Ouais. familial est un peu émaillé de situations qui sont complexes, comme dans beaucoup de familles. Tu grandis. Cette adolescence, est-ce que tu es une ado rebelle? Est-ce que tu es une ado compliquée? Est-ce que tu es... J'étais une ado compliquée pour ma mère. Pour mes parents, a priori, j'étais compliquée. Et moi, en fait, j'ai eu l'impression d'avoir, comment dire,
j'étais obligée, tu sais, plus tu contrôles quelqu'un et plus tu veux le créer un petit peu à ton image. Et moi, j'étais une révolutionnaire déjà dans l'âme. Hmm. Donc, plus tu essayais de me mettre dans une structure et me contrôler, et plus Hmm. j'avais envie de faire des choses en cachette. Peut-être que si on m'avait donné toute cette liberté, j'aurais été beaucoup plus mûre et plus jeune. Donc, j'ai fait bien sûr les 400 coups dès ma plus grande jeunesse. En fait, moi, j'allais au lycée pour une seule chose. C'était pour embrasser des garçons. J'ai failli le dire et puis je me Je suis te dit, jure. je Mais oui, vais parce te que je laisser manquais finir la d'amour. phrase. Je Ouais. manquais Il d'amour. manquait Donc, moi, d'amour. je rêvais des plus jeunes, au prince Charles. Non, mais j'avais vraiment des rêves de petite fille. C'est-à-dire que moi, je voulais être chanteuse, danseuse, être sous la lumière et rencontrer le prince charmant, être la plus amoureuse. Je cherchais des sentiments très forts, très exaltés, en fait, si tu veux, pour remplir ce grand vide intérieur. Mm. Donc, et c'est ce que je dis à un moment donné, c'est que pendant très longtemps, j'ai cherché la lumière du plateau. Alors qu'aujourd'hui, vraiment, j'ai tellement basculé, transformé, que je suis plutôt ce plateau qui sert cette lumière qui n'est pas la loi des hommes, mais qui est beaucoup plus grand et que je ressens aujourd'hui dans cette foi que je me suis forgée. Est-ce que tu peux comprendre que lorsque on t'entend parler comme ça, certains pourraient imaginer ou avoir la réflexion qui tend à dire oui, parce que ça marche pour elle aujourd'hui, c'est facile de dire ça. Bah, en fait, quand on lit vraiment mon parcours, je pense qu'on ne peut plus se dire ça. C'est vrai, Tu vois. c'est vrai. Parce qu'il y a eu beaucoup d'étapes, mais à chaque étape de ma vie, mais jusqu'à encore, il y a, avant que j'arrive à Canal+, hein, il y a 7 ans, encore là. Et là, on ne peut pas me dire, je me rappelle, et c'est génial d'avoir vécu tout ça pour encourager aujourd'hui. Et pour dire à tout le monde que ce n'est pas une question de, mais oui, mais en même temps, elle s'exprime bien, donc c'est pour ça. Maintenant, j'étais dyslexique, à la base. Oui, mais en même temps, voilà, les journalistes. Non, en fait, j'ai pas le bac, j'ai pas le BEPC. Et aujourd'hui, j'ai ma carte de presse. Oui, mais en même temps, elle est jolie. Non, mais en fait, on m'appelait Porcinée quand j'étais petite. Voilà, c'est comme ça qu'on m'appelait à l'école. Aujourd'hui, c'est Cahuète, c'est pas mieux. Ou Cahuète, mais ça, c'est mignon, ça, c'est mes meilleurs amis. Je Donc, en plaisante. fait, tous ceux qui veulent, Oui, tu vois, non, par contre, je montre que un être ordinaire a des facultés extraordinaires et qu'on en écoute tout début. mm, Comme disaient les Bogdanov que j'ai reçus sur le plateau, mm. ou des Jean-Claude Bourré, ou des Hubert Reeves aussi, beaucoup plus scientifiques, le disaient aussi, tu vois. C'est-à-dire que peut-être qu'on n'est pas si loin des Strange et des Marvel qu'on lisait quand on était enfant. Mm. C'est là où c'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont te découvrir. Et peut-être que l'image que tu peux avoir, cette image un peu image glacée, tu vois, toujours en relief, toujours souriante, toujours. Peut-être qu'en grattant un petit peu et au travers de cet ouvrage, on va comprendre véritablement ton parcours de vie. Il y a des étapes dans ta vie qui sont absolument incroyables. S'il y a bien quelqu'un qui connaisse la définition de la résilience, c'est toi, je pense. Euh, Comment se fait-il qu'à un moment donné dans ta vie et dans ton cursus, dans ton évolution, tu te retrouves à aller manger grâce à Emmaüs, grâce à l'abbé Pierre, à ne faire qu'un repas par jour, à galérer autant que ça? Comment tu en arrives à ça? Déjà, merci beaucoup parce que à tout ce que j'ai, toutes ces épreuves qui ont été des véritables cadeaux, encore une fois, vivre la plus grande insécurité qui soit, c'est-à-dire de même pas savoir si demain tu peux manger. C'est le recul qui te permet de dire ça aujourd'hui. Parce que quand tu Oui. le vis, je ne pense pas que tu puisses dire merci. Tu disais merci quand même? En tout cas, j'avais déjà fait, parce que pour ceux qui nous écoutent, ce que j'ai pas dit, c'est que ça fait quand même plus de 25 ans que je pratique le bouddhisme et que quand même j'avais déjà un entraînement bouddhique depuis un petit moment. Déjà, quand j'étais à TV5 Monde et France 3, je Mm. pratiquais le bouddhisme, tu vois. Et je pense que, et j'en suis même persuadée, qu'on a les difficultés, bien sûr, qu'on est prêt à surmonter, toujours au bon moment. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais s'inquiéter. Mais aussi, je pense qu'on se crée nous-mêmes les difficultés pour, euh, pour se lancer des défis et selon, en fait, finalement, quelle est l'avancée qu'on a envie de donner à notre vie. Et je pense que je me suis même moi-même créée de façon impalpable, invisible, si tu veux. Je me suis créé ces grands défis, ces grands combats, parce que j'étais capable de les surmonter et je savais que ma vie ne serait que élargir mon cœur. Et moi, mon rêve, c'est de devenir une femme sage, une femme éveillée, une femme heureuse, une femme qui finalement a cet élan tout le temps de se dire et s'interroge sans cesse, qu'est-ce que je peux faire comme pas de plus aujourd'hui pour encourager quelqu'un? Comment je peux élargir mon cœur et englober tous les êtres humains sans aucune distinction
et même tous les êtres vivants. Comment je peux devenir vraiment cet être humain qui a développé ses qualités humaines, qui fait que vraiment la paix mondiale est possible? Parce qu'en fait, on n'en parle jamais. Mais je pense que ça commence par soi. Ça revient à ce que disait Gandhi. Si tu veux changer le monde, commence par changer toi-même. Et ça veut dire quoi? C'est changer ses tendances profondes. C'est-à-dire que qu'on dise, ouais, d'incriminer tel ou tel pays, les gouvernements, les gens, nos ennemis. Mais en fait, finalement, on leur en veut de faire la guerre, mais on a aussi nous-mêmes de la colère en soi. Et par extension, ça provoque des guerres. On n'aime pas les gens qui sont ignorants. Mais moi aussi, j'ai ma part d'ignorance. Et par extension, ça amène les épidémies dans le monde. Ce qui m'intéresse, Karine, c'est la sagesse que tu arrives à avoir aujourd'hui, cette réflexion, ce recul que tu as sur la vie. Quand tu es au creux de la vague, quand tu es dans ce tourbillon, dans cette spirale extrêmement anxiogène, difficile à vivre, etc., tu as quand même cette réflexion-là? C'est bien, tu reviens à la question, t'es trop fort. Non, mais super animateur, non mais vraiment, je te le dis. dans ta souffrance. Mais oui, bah en fait, moi je pense aux gens qui t'écoutent je comprends, aujourd'hui et tu as raison. et qui sont dans cette galère-là, Bien sûr. à qui tu dis, mais vous vous êtes sans doute créé cette réalité-là. Tu te rends compte, ça peut être difficilement compréhensible. Ça peut être difficilement compréhensible, et puis peu importe qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Finalement, c'est mon inspiration, et c'est pas ça qui va encourager. Ce qui est important de comprendre, c'est que lorsqu'on garde à l'esprit, lorsqu'on marche toujours en regardant le soleil, lorsque finalement, pourquoi ces difficultés sont importantes? Parce que ça te permet de te forger un soi solide. Alors bien sûr que c'était pas facile dans ces moments-là, pour répondre à ta question. Mais quand même, j'alimentais, je nourrissais l'espoir. Et j'avançais toujours d'un pas. Et j'avais l'esprit de recherche de me dire, ok, je sais que quand le cœur change, l'environnement change, et c'est pas le contraire. J'avais compris en fait que le bonheur était un état. C'était ce que j'appelle le bonheur absolu. C'est un bonheur durable, c'est un état qui est en soi. Et c'est pas relatif à quelque chose d'extérieur. Je connaissais tout ça. J'avais déjà cet entraînement-là. Alors même si je vivais tous ces obstacles dans ma vie, je savais qu'à un moment donné, il y aurait une brèche qui s'ouvrirait et j'aurais la victoire et j'avais déjà la victoire puisque je sais que j'irai jusqu'à la victoire. Tu savais ça au fond de toi. Mais oui, puisque à partir du moment, et d'ailleurs le deuxième prénom de l'éveillé, de cet être qui s'est éveillé, c'est Nonin en japonais, ça veut dire le persévérant. Qu'est-ce que c'est un persévérant? C'est celui qui ne s'arrête jamais. Tous les jours, il fait des pas en plus vers finalement son propre chemin du cœur pour le gonfler. Si j'avais pas vécu toutes ces difficultés, déjà j'aurais pas gagné en profondeur, sûrement peut-être un peu plus en sagesse. J'aurais pas pu bien comprendre le cœur et sonder le cœur des gens pour pouvoir les encourager demain. Donc tout ça finalement fait que ça développe aussi des qualités humaines dont on a besoin. Et on peut pas, je ne connais personne qui chemine vers cet état d'éveil, qui ne vit pas finalement ces difficultés. C'est pas que je vais les rechercher, je suis pas quelqu'un de maso, mais elles font partie de la vie. Elles arrivent toujours au bon moment pour élargir notre compréhension et s'éveiller à quelque chose de plus grand. Et tu penses qu'on se les crée? Et je pense qu'on se les crée. Bah oui, je ne crois pas que l'univers se dit tiens, avec Karine, on va lui envoyer ça. Non, la conscience crée la matière. La conscience crée notre expérience de vie. Je crée ma réalité. Et tu peux le voir dans ce livre-là. C'est-à-dire que de ces marécages, où d'ailleurs s'épanouit la fleur de lotus, c'est le symbole du bouddhisme, finalement, de cette souffrance, j'en ai fait concrètement un conte de fées, où chaque chapitre se termine par un miracle. Absolument. C'est le bouddhisme qui t'a sauvé? Oui, m'a offert un second acte. Ça a été le second souffle de ma vie. Parce que le bouddhisme, en fait, on y met un mot, on dépose un mot, le bouddhisme. Mais pour moi, c'est la loi de la vie, en fait. C'est comprendre la loi de la vie pour mieux se comporter dans la vie. Et en fait, déjà, rien que cette philosophie m'a désillusionnée de beaucoup de choses. Par exemple, un exemple tout bête, pour moi, je pensais que j'étais née pour servir mes parents. Et moi, je n'avais pas d'entité. J'étais là pour les servir. Quand j'ai commencé à pratiquer le bouddhisme, tout de suite, j'ai lu dans les écrits que le Bouddha disait que la seule dette de reconnaissance qu'on a envers ses parents, mais aussi envers tous les êtres humains et tous les êtres vivants, parce qu'on a une dette de reconnaissance. Parce que s'ils n'étaient pas là, on ne pourrait pas se frotter. Finalement, ils ont tous une fonction qui me permet à moi, aujourd'hui, de me développer
et de pouvoir me réaliser. Donc vraiment aussi une grande dette de reconnaissance envers... Et comment s'en acquitter? En devenant heureux. Moi, c'était révolutionnaire d'entendre ça. Ma seule dette de reconnaissance que j'ai envers ma mère, c'est de devenir heureux. Ça veut dire que je peux reprendre mon plein pouvoir. J'ai le droit de rattraper cette âme et de la refaire descendre jusqu'ici et de enfin m'écouter et de commencer ce dialogue. Et finalement, dans ce moment-là que je ressens intérieurement, c'est là où je peux véritablement aimer ma mère et commencer à créer des liens sincères. C'est là où je peux créer un lien avec toi, Marc, et avec les téléspectateurs. Et ce lien avec ta maman, il existe? Ah bah moi, j'ai transformé mes liens avec ma mère à 180 degrés. J'aurais jamais pu parler, en fait, de ce chapitre sur la transformation du karma familial et donc de ce combat avec ma mère qui a duré longtemps, hein, parce que c'est comme une grande maladie, finalement, la transformation karmique dans la famille, parce que c'est le noyau dur. Hein. Et en fait, là, je prouve qu'il est possible de transformer complètement ses rapports avec un membre de sa famille. Et pour vous dire, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais ça se trouve, elle n'a pas vécu des choses, c'est difficile. Je ne suis pas allée dans les détails. Hein. Si, un peu quand même. Et encore, oui, j'imagine qu'il y a d'autres choses que tu... Voilà, Ouais. mais je peux vous dire que, et je le dis d'ailleurs, que ça pourrait être un gros dossier pour Freud, parce que en même temps, j'ai aimé ma mère et je rêvais qu'elle meure pour l'aimer librement. Voilà ma détresse. C'est qu'en fait, j'avais envie d'être libre, j'avais envie de reprendre ma pleine puissance, et que tant que ma mère était là, j'étais sous son emprise. Donc c'est un gros dossier pour Freud, parce que moi je voulais pas de mal à ma mère. Mais je m'imaginais tout un monde où je pourrais l'aimer vraiment, en fait sincèrement, parce qu'il y aurait plus cette emprise sur moi, tu vois. Aujourd'hui on s'aime d'amour, et j'aurais jamais écrit ce chapitre-là sans sa permission. Sans ce que j'allais dire, sans son autorisation, Non, évidemment. Tu aurais pu faire une psychothérapie? Oui, mais je pense que la plus grande psychothérapie que j'ai faite, c'est à travers le bouddhisme. Alors c'est moi, hein, c'est complètement moi. Mais j'ai toujours activé j'appelle ça la roue qui tourne intérieurement. Tu vois, tout le temps essayer de nettoyer sa vie, en balayant ses illusions, donc ses croyances limitantes, en étudiant. J'ai été beaucoup encouragée par ce qu'on appelle des aînés bouddhiques, tu vois, dont cette femme, Elisabeth, qui me suit depuis le début du livre et qui m'encourage depuis 25 ans. Et puis aussi l'expérience de vie, tout ça. En fait, j'ai jamais arrêté de me remettre en question. Et j'ai bien compris que finalement, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que dans le karma, on est à 100% responsable de notre vie. C'est-à-dire que c'est pas 50 lui et 50 moi. C'est-à-dire que tout ce qui m'arrive, je l'ai créé. J'ai créé cette réalité. J'ai créé aussi cette personne qui m'en veut ou qui m'a fait du mal. Alors si je prends l'entière responsabilité, finalement, de cette relation, même si elle est impalpable et qu'on ne se voit plus, comment moi je peux transformer mon cœur? Comment chaque fonction peut me permettre à moi de devenir cette personne que j'ai envie d'être? Donc et puis il y a le grand pouvoir de la prière qui dépasse finalement la notion religieuse. Prier, c'est laïque, c'est désirer, c'est souhaiter, c'est activer ce désir brûlant, cette cause profonde. Et d'ailleurs, souvent quand on me pose la question, mais comment devenir heureux, Karine? Je réponds, il faut commencer par planter la cause dans votre vie. Ce désir brûlant de devenir heureux ouvre la brèche de la victoire dans l'environnement. C'est ce que tu as fait quand tu étais effectivement au fond? Oui. C'est ce que tu fais lorsque tu te retrouves à un moment donné. J'essaie vraiment de visualiser pour être très concret. Tu te retrouves chez toi, avec toutes les difficultés, l'argent, l'alimentation que tu peux pas avoir, tu ne vis pas normalement, et tu arrives à te poser comme ça, te mettre en tailleur et en disant je vais aller chercher au fond de moi cet amour dont j'ai besoin. Tu fais ça. En fait, c'est vraiment, c'est ça que j'aime en fait dans cette philosophie que je pratique maintenant depuis longtemps, c'est que tout est basé sur la loi de causalité. Je plante une cause et un effet, parfois de façon latente, hein. C'est-à-dire qu'on ne la voit pas encore se matérialiser dans notre vie, mais elle est déjà là. Toutes les causes que l'on plante, que ce soit dans les pensées, les paroles ou les actions, on construit notre futur à chaque instant. Et si tu veux d'ailleurs connaître finalement pourquoi tu en es arrivé à ce présent, réfléchis voilà, aux causes que tu as créées dans le passé. Tu vois. Donc tout ça pour te dire que, en fait, je crois, encore une fois,
qu'on ne peut pas accuser notre silhouette d'être notre ombre d'être difforme. L'ombre, on pourrait dire que c'est l'environnement. C'est que le reflet de notre propre cœur. Donc, au lieu de me battre tout le temps à droite et à gauche, et d'ailleurs, tous les moments où j'ai gagné, c'est quand j'ai prié et que j'ai rehaussé ma vibration énergétique et que j'ai côtoyé ce que j'appelle cette vibration la plus noble qui soit, cette vibration dorée, cette vibration, ce chant vibratoire, cette hymne à la joie. Quelle que soit la prière. Tu parles du bouddhisme, mais c'est valable pour n'importe quelle autre prière, pour quelqu'un qui a une autre foi, qui a la foi, mais en tout cas sur d'autres, on va dire, supports. Bah, j'ai parlé en mon nom, j'ai parlé de ma prière. Absolument. Puisque sinon, je ne pourrais pas te dire que moi, je mets toutes les religions, je respecte toutes les religions, mais si j'ai choisi le bouddhisme, évidemment, c'est parce que bien sûr, j'ai la foi. Donc je sais, en tout cas, je ne sais pas pour les autres religions, parce que j'ai jamais prié, tu vois, une autre religion, mais en tout cas, je sais que ça marche. C'est très fort. C'est extraordinaire. Il y a, puisqu'on parlait de prière, il y a cette période des 40 jours, des 7 heures par jour où tu vas t'engager dans cette résilience-là, dans ce ressenti-là et dans, j'allais dire, l'exploitation de ta foi. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Comment tu découvres ce principe des 40 jours et des 7 heures de prière par jour? En fait, donc c'était un moment encore un moment phare dans ma vie où plus personne ne voulait de moi en télé. Et puis je pensais que ça allait durer un petit moment, pas si longtemps que ça, tu vois, 1 an. En fait, ça a duré beaucoup plus longtemps, ça a duré des années. Et je savais pertinemment que j'étais arrivée à un endroit de ma vie où si je retournais et si je faisais un autre travail, j'abandonnais complètement mes rêves. Et alors, bien sûr, je peux comprendre que les gens me jugeaient en disant, mais attends, mais si tu veux travailler, si tu veux pas manger du pain dur, si tu veux avoir de l'argent et ne plus manger du pain dur, bah, va travailler. Mais j'étais pas à ce niveau-là, en fait. C'est pas dans cette dimension que je côtoyais finalement, que j'expérimentais finalement cette difficulté. Je savais à ce moment-là que c'était comme un test pour ma vie et pour que je gagne véritablement, tu vois. Et là, en fait, je fais tout dans la matière, personne ne veut de moi. C'est à ce moment-là où, en fait, jusqu'à un moment donné où j'ai plus à manger, où je mange que le matin, qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, je vais chercher des chèques chez l'abbé Pierre, etc., etc. Je dois 6 mois de loyer en retard à mon propriétaire, ce qui est très difficile pour moi de devoir quelque chose. Je suis endettée, mais jusqu'au cou. Et, euh, et là, en fait, il y a 2 choses. Je reçois un encouragement, en fait, de cette Élisabeth dont je parle dans le livre, cette femme sage, et qui me dit, mais vibre tellement haut, gonfle ton cœur de lumière, de reconnaissance, de gratitude. Approfondis cet état de bonheur qui est indépendant de l'extérieur, qui n'est plus ballotté par les événements extérieurs, qui n'est pas relatif à quelque chose. Goûte à cet état dans cette prison dorée. Et on pourrait dire que c'est une prison dorée parce que quand même j'étais pas en prison. Mais quand même, tu vois, j'étais emprisonnée par le fait que personne ne voulait de moi et que j'étais pas soutenue, si tu veux, à aucun endroit de ma vie. Et là, je me dis, ok, et je vois une expérience d'un Mexicain qui était croyant aussi et qui avait décidé, si tu veux, au lieu, il avait tout fait dans la matière comme moi, et il s'est dit, ben tiens, moi aussi, je vais travailler à mon cœur. Donc, il s'est mis les mêmes horaires que s'il allait au travail, mais il a prié. Donc, moi, j'ai prié 7 heures. Incroyable. Par jour, pendant 40 jours. Ça a été ma plus belle expérience de ma vie. Et la plus dure? Alors, c'était avant que c'était dur, quand j'ai décidé, parce qu'en fait, c'est important aussi, je donne beaucoup de clés, hein, mais c'est important, vous savez, tu sais, il y a des moments dans la vie où là, on appelle ça la cause de l'ensemencement. C'est planter la graine profondément et l'arroser chaque jour. C'est visser une détermination au fond de ta vie, mais tellement verrouillée, que maintenant que tu as décidé de la victoire, tu vas jusqu'au bout. Et là, j'avais décidé avant les 40 jours. Je savais qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y ait des tempêtes. Je me lèverais tous les matins à 5 heures. Et tous les soirs, je terminerais mes 7 heures de pratique. J'étais déterminée. Et tu savais que tu partais pour 40 jours? Et pourquoi j'ai décidé 40 jours? Parce que le Mexicain, je ne sais plus combien de temps il avait fait, peut-être 30 jours.
Et je sais pas, c'est ma vie qui a dit 40 jours, comme ça. Et c'est là où c'est mystique. Et qui est extraordinaire dans ce que je raconte. Et tout est vrai. Et je vais te dire une chose, j'ai un peu édulcoré. Parce que si je te raconte vraiment tous les points de détail... Personne t'aurait cru. Exactement. Surtout en tant que journaliste à Canal+ aujourd'hui, tu vois. Et là, en fait, au fur et à mesure, je gonfle ce cœur de prière. Alors pourquoi la prière, pour moi, elle peut activer, si tu veux, cet état le plus noble qu'on a en soi, dont je parlais tout à l'heure, qui n'est pas pollué du tout par les souffrances extérieures et intérieures, où rengorge cette sagesse, cette force vitale, cette compassion, cet amour du vivant. C'est là où j'ai eu vraiment un éveil. Alors, il y en a beaucoup qui l'ont vécu, ou je l'entends souvent quand ils vivent des expériences de mort imminente, tu vois. Moi, je pourrais dire que j'ai vécu, dans plusieurs phases de ma vie, des illuminations. Alors, certains vont te dire, ah non, mais elle est hyper arrogante, Karine. Elle dit elle a atteint des niveaux d'éveil. Mais en fait, oui, mais faut désacraliser, en fait. Bien sûr que c'est tellement beau, c'est des moments de grâce. Mais je vais te raconter ce que c'est. Mais ce n'est pas non plus quelque chose que tu atteins, et puis après, ça y est, tu es au-dessus des êtres humains, et tu vis en lévitation. C'est très concret. C'est en fait que tu rejoins cet état le plus noble. C'est une joie suprême. Ça veut dire que pendant les 40 jours, tu sens l'évolution? Je sens que ça monte. Jusqu'à un moment donné où je sens même que mes pupilles deviennent dorées. Je sens que, mais comme dans les Marvel, hein, je sens que j'ai des boules, mais dorées, que je peux envoyer à qui je veux. Je sens ces facultés extrasensorielles qu'on a tous. Et c'est là où d'ailleurs je te dis, ceux qui cherchent à avoir, tu sais, plein de facultés, moi j'appelle pas ça des dons, parce qu'on les a tous, ces facultés-là. Sauf que, et quand tu les recherches et que tu tombes dans le petit ego, justement, dans cet ego de les rechercher parce que tu es encore un peu dans la fascination, c'est biaisé. Moi, je pense que toutes ces facultés extrasensorielles, de clairvoyance, d'envoyer de l'amour, de pouvoir guérir, toutes ces intuitions, etc., ça vient avec cet état de bonheur. Et en plus, quand tu es dans cet état de bonheur, tu ne peux capter que des visions positives. Quand tu es dans cet état de bonheur, je voudrais essayer d'être concret. Ouais. Quand tu parles de ces prières... C'est très concret ce que je dis. Oui, non, mais j'essaie encore une fois de visualiser. Tu te récites quelque chose? Ta prière, c'est quelque chose, ou c'est une phase de méditation comme beaucoup pourraient en avoir? C'est vraiment une prière active. Hein. On prie avec la voix haute, les yeux ouverts, tous les sens sont en éveil. Il y a eu plein d'enseignements du Bouddha. Hein. Il y a d'abord le petit véhicule, le Hinayana, la pratique pour soi. C'est-à-dire qu'il les a amenés au fur et à mesure à cette compréhension finalement de s'éveiller à sa propre nature intrinsèque, qui n'est que cet état dont je parle depuis tout à l'heure, au rang-gorge, hein, cet état d'éveil. Et à un moment donné, il dit maintenant vous êtes prêts. Je vous ai amené, pour vous amener au fur et à mesure, comme avec des enfants finalement, que tu amènerais, tu vois, à s'éveiller à leur propre magnificence intérieure. Et maintenant vous rejetez tout le provisoire. Et écoutez l'essentiel. Et là, en fait, il parle du deuxième véhicule, le Mahayana, qui est la pratique pour soi et pour les autres. Elle est active. On ne peut pas devenir heureux si les autres ne sont pas heureux. Et on ne peut pas on peut pas encourager les autres, parce que je n'aime pas dire rendre les gens heureux, mais encourager les autres, si nous-mêmes, nous ne sommes pas heureux. Donc l'un ne va pas sans l'autre. C'est encore cette roue qui tourne. Une alchimie. Cette alchimie. Et c'est ça que je ressens, en fait, aujourd'hui dans mon cœur. C'est cette... à l'intérieur de moi, c'est un cosmos intérieur, où tu vis aussi. Tout le monde vit à l'intérieur de soi. Et c'est ça que je nourris. Et ça demande d'être activé, ça demande d'être nourri tous les jours, ça demande d'être arrosé. C'est incroyable, ça me touche profondément, je trouve que c'est être touché par la grâce. Quand tu arrives à cet état-là, à ce ressenti-là, à cette plénitude-là, effectivement, tu te dis, j'ai la foi, mais il y a beaucoup de gens qui te disent, oui, moi aussi j'ai la foi. Moi aussi j'ai la foi, vraiment. Sauf qu'il y a ceux qui ont la foi et ceux qui ressentent véritablement cette foi. Et c'est surtout que je pense que la foi, elle s'intègre dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que je pense qu'il faut que maintenant les religions deviennent vivantes. Plus fort que toutes les théories du monde et que toutes les paroles, c'est les preuves factuelles. Et c'est ça que les êtres humains ont besoin aujourd'hui. C'est leur dire, et c'est ça qui est plein d'espoir, c'est que maintenant on a envie d'être heureux et que ça se matérialise dans notre vie quotidienne et dans
tous les aspects. On a le droit d'être les plus heureux qui soient. Mais comment on le matérialise et comment on gagne? D'abord, en se forgeant ce cœur-là. Et du coup, quand tu gagnes à l'extérieur, tu peux vraiment apprécier la victoire. Elle a un autre goût, une autre couleur. Tout devient vibrant. Et j'en arrive jusqu'à ces 40 jours. Ou le 40e jour. Incroyable. Et le 40e jour. Et c'est marrant aussi, c'est ça qui est très mystique, parce que c'est pas le 38e jour. C'est le 40e jour que je vis. Alors là, un éveil. Et je comprends maintenant ce que c'est le détachement. En fait, on parle souvent en bouddhisme, il faut être détaché. En fait, c'est le saut de la foi de Indiana Jones. C'est le lâcher-prise. Mais c'est pas un détachement. Bien sûr que je continue à nourrir mes désirs, parce que c'est un moteur. Mais ce n'est plus un but. C'est-à-dire que si j'ai pas mon cadeau, je pleure normalement. Si ça devient quelque chose où... Là, en fait, c'est plutôt un moteur. Et je me dis, ah, elle est là. Bon, ok, je ne l'ai pas encore, il faut que je m'entraîne. Pas de problème. Il va être encore meilleur à goûter ce cadeau. Tu vois? Et finalement, tu te mets toi-même. En fait, finalement, j'ai l'impression que cette philosophie m'a appris à devenir une championne dans la vie. Tu vois? On m'a exercé à gonfler ce cœur pour devenir une championne de la vie, dans tous les aspects. Et ça va continuer. Et j'espère garder cette humilité, de tout pouvoir, tout en m'incliner. Et d'avoir cette humilité de me dire, allez, tu repars aujourd'hui encore à zéro. Comme si tu n'avais rien compris. Tu vois? Et là, en fait, je mange ma dernière betterave bio. Je me rappelle, je dis ça dans mon lit, mais c'était vrai. Et là, en fait, je venais de terminer mes 7 heures. Et ce que je ressens, c'est un plein amour. Déjà, je vois la magnificence de ma vie, comme elle est merveilleuse, telle qu'elle est, sans changer d'apparence. Et finalement, c'est dans cet endroit que tu peux voir le merveilleux chez l'autre. Sinon, si tu es pas bien, tu vois chez l'autre ce que tu as en toi. Et moi, en fait, c'était plus mes tendances des tendances humaines qui peuvent parfois me faire souffrir, qui me parlaient à ce moment-là et qui faisaient que je voyais chez l'autre. Là, en fait, en voyant en moi ça, je le voyais partout. Je le voyais partout, dans les fleurs. J'avais l'impression d'entendre le bruissement des feuilles. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un amour pour le vivant, que j'ai commencé justement à m'intéresser aussi à la cause animale, tout ça. C'est comme si ma vie était transformée en mission, mais encore plus qu'avant, où je devais protéger la suprématie de la vie, tu vois, qui se loge dans la plus petite brindille. Et tu reçois un coup de téléphone. Et là, en fait, et quand je me dis ça, et que je me dis, mais en fait, j'ai gagné, c'est pas grave si je suis plus en télé. En fait, ma mission, c'est d'être même si je suis dans la rue, c'est d'encourager. Et ça, en fait, on peut tout me retirer. J'ai vécu la plus belle de toutes les joies suprêmes, c'est d'être en vie et d'être en communion du microcosme au macrocosme. Et là, premier coup de téléphone, mon père biologique. Et c'est pour ça que les 40 jours sont assez intéressants. Il me dit, Karine, les larmes aux yeux, on a retrouvé notre nom de famille. Parce qu'en fait, moi, Arsène, c'est mon nom depuis 3 générations, mais ça vient du calendrier puisque mon grand-père était à la DAS. À la DAS, ouais. Et on ne trouvait pas. Et quand je m'enracine dans cette joie suprême, tu vois, je m'incarne et que je transforme ma vie en mission, on retrouve mon nom, mes origines. Et tu sais ce que c'est? C'est Pasquet. Pâques, les 40 jours du désert, de la traversée du désert, de cette libération. Waouh! Et je sentais la victoire, je l'attendais plus un. Mais tu sais, dans ces moments-là, en fait, tu ressens tout, comme les oiseaux, tu sais, qui volent bas, parce qu'ils sont en train de te dire qu'ils savent qu'il va pleuvoir et qu'il va y avoir un orage. Je sentais la victoire arriver, mais je l'attendais plus. Deuxième coup de téléphone. Et là, le président qui vient de racheter Canal+, et je le connais pas. Et ça me rappelle l'encouragement de cette aînée bouddhique, Elisabeth, qui m'avait dit « Gonfle tellement ta vie de cette joie suprême, côtoie les anges, qu'à ce moment-là, les personnes les plus puissantes dans ce monde viendront frapper à ta porte pour protéger et te faire avancer ces personnes qui ont une mission. » Et j'y crois. D'ailleurs, dans toutes les religions, on dit que, bien sûr que les démons peuvent rentrer dans le corps d'une personne, mais les anges, les êtres célestes peuvent rentrer dans le corps d'une personne pour t'aider. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, et c'est là où en fait c'est très perché, hein,
Et j'avais l'impression de voir des êtres dorés, énormes, d'une... Alors c'est marrant, hein, il y en a qui parlent d'anges. Alors moi, je voyais comme des êtres très dorés, très grands, qui faisaient des mètres à côté de moi, hein. Je me suis même... non mais c'est fou, hein, je me suis surprise dans la rue à les tenir par la main. Et qui m'accompagnait jusqu'à... Parce que quand j'ai cet homme au téléphone que je ne connais pas et qui vient donc frapper à ma porte, comme quoi la vibration énergétique fait que tu attires au lieu d'aller chercher, il me donne rendez-vous 1 rue Les Enfants du Paradis. Je n'ai pas inventé cette adresse. Le 40e jour. Et je me rends compte que ce 40e jour, comme par hasard, c'est mon anniversaire de déroulement de mandala 27 ans avant. Et je ne l'avais pas du tout calculé. C'est le mandala devant lequel je prie depuis 27 ans. Voilà. C'est extraordinaire. Mm. Et il te propose de faire l'émission. Là, il me dit si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Et là, je me dis, mais il vient de mon monde, en fait. Lui aussi, il croit au fait. Lui aussi, il était au-dessus de mon berceau. Parce que moi, je me suis vraiment créée, finalement, dans la matière, tout ce que je ressens intérieurement. Et là, en fait, a commencé l'info qui fait du bien. En fait, au fur et à mesure, si tu veux, on a poli ensemble. Et c'est devenu le Mac qui fait du bien. Il paraît qu'il a beaucoup de Bouddha dans son bureau. Alors ça, c'est mon président de C8. C'est Franck Epetto. Ouais. C'est pas le président général de... Et oui, ça aussi, c'était complètement dingue. J'arrive pour la première fois à C8 et en fait, je sens l'encens de loin. Et j'arrive en fait dans... Mais est-ce que ça existe en fait un président de chaîne qui a des bouddhas tout autour de lui et qui met de l'encens? Comme si jusqu'au bout, la conscience crée la matière et que même mon président soutenait ma mission. Et il te donne carte blanche. Et il me donne carte blanche. Aujourd'hui, personne ne vérifie mon travail. Je suis programmatrice, rédactrice en chef, je fais ce que je veux. Il me faut une entière confiance. Au point que même s'il y a des personnes qui me trahissent, ils ne veulent même pas écouter. Il me dit, on te connaît. On ne veut même rien savoir. On est de ton côté. Voilà ce que j'ai construit en fait. C'est vraiment une grande famille. C'est mon plus grand... C'est extraordinaire. Je me sens milliardaire du cœur d'avoir un tel président, un tel staff aussi autour de moi. Parce que c'est vraiment un petit vaisseau doré, le Mac qui fait du bien. Que je regarde. Ah, c'est vrai? Ah oui, bien sûr, très régulièrement. Non seulement je regarde, j'aime beaucoup les intervenants. Kevin, bien sûr. Kevin Finel. Isabelle Serre. Qui va venir d'ailleurs ici. Ah, génial, elle est extraordinaire. Quand on parle, franchement, je trouve ça tellement touchant, tellement émouvant, la manière dont tu arrives à expliquer les choses, et je me dis, je ne sais pas si je serais capable de faire ces 40 jours, mais je me dis, il doit peut-être y avoir une autre façon, peut-être plus rapide, de faire les choses, tu vois, de ressentir ce que tu ressens là et de permettre cette belle ouverture. En tout cas... Attention, hein, j'étais entraînée, je ne dirais pas à quelqu'un de prier. Oui, on est d'accord. Parce que tu sais, tu es en état modifié de conscience quand même. Clairement. Donc c'est quand même très puissant. Hein. Ce que je prie, c'est quand même pour moi la quintessence de tout l'éveil du Bouddha qui est dans cette phrase dont je parle dans mon livre et que je chante à voix haute et en continu. Donc quand même, tu nettoies. Hein. C'est comme si tu rentrais dans une machine à laver et c'est comme si ton t-shirt avait besoin de sortir toutes les aspérités. Et je peux te dire qu'il y a des moments où il y a des phases où tu craches aussi les démons. Dans mon jargon, ta propre obscurité qui vient du fin fond de ta vie. Oui, ça secoue. Hein. Voilà. Mais après, il y a... Chacun doit aller à son rythme. C'est surtout... Et je donne des clés beaucoup plus faciles. Je ne dis pas à tout le monde de prier pendant 40 jours. Et d'ailleurs, tu sais que je l'ai refait pendant le confinement, les 40 jours. On avait que ça à faire en même temps. Donc, ouais, c'était génial, tu vois. Je suis passée encore à un autre stade. Mais il y a plein de clés que je donne, des rituels. Oui. Mais c'est déjà alimenter ces qualités humaines, la gratitude. Je parle de ces deux dragons qui coexistent dans notre esprit. Ouais. Ils ont la même couleur, la même force, la même dimension. Ils sont pareils, ils sont identiques. Sauf qu'il y en a un qui va tout le temps chercher la lumière et l'autre l'obscurité. Et la question que pose ce conte, c'est qui décides-tu de dompter dans ton esprit? Et donc moi, en fait, ce que je vous conseille, c'est de balayer la négativité. C'est comme ça qu'on devient heureux. C'est pour ça que c'est un combat.
C'est pas un combat contre les autres, c'est pas un combat contre un tel ou même contre moi. C'est un combat, c'est un art martial de l'esprit. Et dans ce dojo règnent ces deux dragons qui tu décides de sabrer tel le Jedi, cette force obscure qui fait aussi partie de notre vie quotidienne. Il y a ces Oh, trois... tu parles de ta oh, philosophie de t'es vie. génial! Mais je t'adore! T'es génial, Écoute, Marc! tu parles pour imager les choses et pour expliquer les choses et pour ne pas que les gens qui nous écoutent se disent parfois oh là là, c'est un peu perché, c'est très abstrait, c'est trop... Ah bah là, c'est hyper perché ce que tu fais! On est très... Non mais on visualise. Ouais. Quel rapport il y a entre Dark Vador, Kirikou et Avatar en rapport avec ta philosophie de vie? Bah, pour moi, Avatar, c'est les chamans. Hein, c'est cette connexion, cette sagesse ancestrale où les arbres étaient nos maîtres, où il y avait un respect pour le vivant. Et je le dis, bien sûr que je suis végétarienne aujourd'hui, mais je ne suis pas contre ceux qui mangent de la viande. Et je rejoins Saint François d'Assise, je rejoins Émile Zola, Victor Hugo, Gandhi, qui disaient qu'on voit la grandeur d'un pays ou la noblesse d'un être humain à la façon dont il traite les animaux aujourd'hui. Et le vivant, voilà Avatar. C'est aussi ces facultés extrasensorielles développées, cette combativité que je retrouve chez les avatars. Parce qu'aujourd'hui, c'est galvaudé, on n'aime plus le combat. Mais la vie est un combat. La vie est un combat. Dark Vador, c'est quoi? Si on croit à la lumière, si on croit pour certains à Dieu, moi je l'appelle la force vitale cosmique de l'univers, eh ben, il y a aussi la force obscure. Alors certains vont l'appeler les djinns, les démons. Moi j'appelle ça, oui, on appelle ça les obstacles, les difficultés dans la vie, ces égrégores, tu sais, Hmm. qui peuvent nous aspirer. Le bas astral, pour certains, l'appellerait le bas astral. Mais finalement, Dark Vador sert les Jedi. Il sert la lumière. Comment veux-tu, si je n'avais pas vécu tout ça, comment veux-tu aujourd'hui que j'aurais pas pu, peut-être que j'aurais été superficielle, peut-être que j'aurais fait de la télé-réalité et que j'aurais été cette fille légère et qui serait passée d'homme en homme. Et puis Kirikou, c'est tellement émouvant, Kirikou. Kirikou, c'est cet enfant, cette âme d'enfant qu'on doit aussi nourrir en soi. Déjà cet émerveillement et de même voir la beauté chez notre ennemi. Même avec la personne la plus cruelle, finalement Kirikou, il voit tellement Hmm. la beauté de son cœur, il la voit dans chaque chose. Et dans cette sorcière, d'ailleurs qui libère, parce qu'il n'y a que la compassion qui libère le mal. Et t'as oublié le petit papillon colibri. Exactement. C'est après que j'y ai pensé, évidemment. C'est vrai. C'est après que j'y ai pensé. Il y a beaucoup de choses dont tu parles Oh, aussi. t'es fort. C'est génial. Alors, Stella et le cercle des femmes. Pourquoi est-ce que tu parles aussi et tu fais référence à Ah, cet ouvrage? c'est un livre d'une beauté que chaque maman devrait offrir à leur fille lorsqu'elle passe de la chrysalide au papillon. Lorsqu'elles ont leurs règles, pour parler très crûment et un peu moins poétique. Eh bien, en fait, j'ai eu une endométriose. Donc, je raconte pendant tout un... La maladie dont tu parles. Voilà, c'est le évidemment. chapitre sur la maladie, mais en fait, Mm. je parle bien sûr de ce combat de l'endométriose Et de la guérison, et de la synchronicité, et du miracle. et du miracle. Encore un. Et en fait, alors, ce qui est intéressant, c'est que je parle bien sûr de l'endométriose. Hein, c'est des étapes à chaque fois hein, où tu enlèves couche par couche, hein, comme ces poupées russes ou comme un oignon finalement, où chaque étape est importante à comprendre pour s'éveiller, encore une fois, vraiment à comment fonctionne la vie, etc. etc. Et donc, je parle de l'endométriose, mais je parle aussi de la maladie en général, et donc ça peut encourager vraiment tout le monde. Et c'est vrai qu'on a toujours l'image du cycle féminin comme quelque chose comme un fardeau. C'est comme ça qu'on nous l'a appris. Hein. Déjà, rien que dans Diabolomante, pour ceux qui connaissent ce vieux film, ben, tu reçois une claque, une gifle hein, dans plein de traditions lorsque tu as tes règles. Mm. Voilà comment on t'accueille. Comme si tu devais apprendre à serrer les dents, tel Rambo, parce que chaque mois, tu sais qu'il y a... Mais tu sais que les femmes, souvent, elles font leur planning et leur agenda vraiment en fonction de leur cycle féminin, tu vois. Et donc, moi, j'avais appris, pour moi, les règles font mal, tu vois. Et en plus, j'avais l'endométriose pendant des années
Et voilà, cette maladie incurable qu'ont une femme sur 10 et personne ne le décèle. C'est-à-dire que moi, pendant des années, j'ai cru que j'avais un problème psychologique. Alors, mon père t'aurait dit que c'est pas faux. Je plaisante dans mon livre, mais je le dis un peu, tu vois, mais parce que la médecine classique m'avait dit, bah, tu sais, quand tu trouves pas, ils préfèrent te dire que c'est dans ta tête. Tu vois. Et j'avais des douleurs, mais tellement atroces que je serrais les dents, j'étais tout le temps à l'hôpital, j'étais sous morphine, je me suis fait opérer. Et donc, je raconte ce combat, cette étape qui, pour moi, en fait, et là, je parle vraiment en mon nom, mais j'ai vraiment ressenti, tu vois, ce combat transgénérationnel. Et j'ai développé, au moment où j'ai vraiment voulu guérir profondément, parce que j'avais oublié de guérir. Et ça, c'est important, tu vois, dans la maladie, parce qu'à un moment donné, quand on te dit, d'ailleurs, en fait, on t'envoie une croyance limitante dès le départ. Bah, on te dit que tu vas jamais guérir. Donc déjà, on te met une disquette dans la tête. Ben voilà, tu vas composer toute ta vie avec cette maladie, tu ne vas pas guérir. Mais en fait, on a limité ma vie, en fait. Et moi, j'y ai cru pendant des années. Et c'est quand j'ai commencé tout ce chemin spirituel que je me suis dit, mais non, en fait. Et que j'ai entendu un encouragement de mon maître bouddhique qui disait, faites de votre santé votre victoire. Je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. Mais j'avais oublié de guérir. Peu importe finalement la finalité, si j'allais guérir ou pas. Mais j'avais oublié finalement, tu vois, de reprendre le plein pouvoir de ma vie. Et finalement, je raconte plein d'étapes. Le pouvoir de la vulnérabilité, de lâcher un peu cette cape de Wonder Woman, de devenir cette mère avec moi-même. Et je pense qu'il y a beaucoup ça dans l'endométriose, cette dureté, tu vois. Et je raconte cette guérison miraculeuse devant le mont Olympe. Mais je ne vais pas spoiler tout le livre. Mais non, bien sûr, c'est dans le livre. Mais ça, c'est aussi une synchronicité qui est absolument... bah, c'était incroyable. J'ai eu cette guérison miraculeuse le jour où j'apprends à devenir cette mère avec moi-même, à gagner en douceur, en vulnérabilité, en aimant mes failles, en commençant à parler à mon corps. Bah, j'apprends la nouvelle devant le mont Olympe. Les cloches sonnent dehors, dans cette clinique à Thessalonique, et c'est le jour de l'anniversaire de la Vierge Marie. Enfin, que des synchronicités. C'est fabuleux. On pourrait évidemment, tu te rends compte, ça fait déjà 1 heure qu'on discute. Déjà oui, 57 minutes exactement. Se forger un cœur de diamant, c'est le premier ouvrage. Est-ce que ça te donne envie d'écrire plus? Bah, pour l'instant, je vis vraiment ce moment présent. Oui. C'est tellement un bonheur de pouvoir échanger comme là avec toi. Je trouve qu'elle est géniale ton émission. C'est gentil. Bah, alors, tu m'as tué dès le départ, tu vois. Et encore, je t'ai pas parlé de Kokoro. Ouais. Je t'ai pas parlé de tout ça, mais encore une fois, il faut évidemment lire le livre. Mais est-ce que, avec les beaux retours que tu as, numéro 1 des ventes, déjà, à peine le livre sorti, c'est quand même extraordinaire. Est-ce que ça ne te donne pas envie peut-être de conseiller encore, en tout cas d'aider encore plus, puisque visiblement c'est ta mission de vie aujourd'hui? Bah, en fait, ça peut se faire dans n'importe quel aspect de ma vie. C'est-à-dire que j'attends pas de faire... Alors, c'est génial parce que ça me permet de diffuser de façon plus large. Hein. Mais je le fais tous les jours avec mes potes. J'essaye de le faire dans mon émission. Bien sûr qu'il n'est pas... comment dire... impossible d'écrire un autre livre. Luc Baudin, arrête pas de me dire ça. Tu vas voir, Karine, ce n'est que le premier. Et j'ai dit, c'est un tel combat, quand ça doit être vibrant et fort. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de soi, en fait. Hein, tu vois, c'est pas du tout la tête qui a parlé, c'est mon cœur. Hein. C'est mon chant intérieur, ces livres-là. Mais oui, puis j'aimerais, pourquoi pas, en faire un conte, un petit film moderne. J'adorerais faire ça aussi, réaliser, pourquoi pas. Sur C8, donc, il y a évidemment cette émission que beaucoup regardent, qui a évidemment un franc succès et qui fait du bien, hein, d'où le nom, le MAG qui fait du bien et qui est ici. Est-ce que les invités que tu as reçus, il t'est arrivé parfois de ne pas être en phase avec eux? Ah oui, forcément. Je raconte aussi dans un de mes chapitres sur les amis de bien. Un ami de bien, c'est quelqu'un qui va t'élever, hein, qui va te donner envie finalement de devenir meilleur. Ce qu'on appelle aussi un ami de mal, c'est celui qui va au contraire... passer son temps à te rabaisser. Oui, ou alors qui ne va pas... soit ça, ou alors qui peut aussi t'influencer, mais dans le mal, où finalement tu peux devenir quelqu'un qui a arrêté de développer ses qualités humaines, et donc de régresser. Mais finalement, je dis que les amis de bien, c'est ces deux aspects. Parce que Dark Vador, ça peut être aussi un ami de bien. C'est comment je m'en sers. Et c'est important aussi de bien détecter
l'obscurité d'une personne. C'est-à-dire que quand j'en veux à quelqu'un, enfin quand je vois comment est la personne, je vois bien la force obscure qui est rentrée dans son cœur faible, qui était vide, parce que sinon il ne pourrait pas rentrer. S'il était plein, gorgé de doré, il ne peut pas rentrer. D'ailleurs, pour rejoindre toutes les religions, hein, les divinités bouddhiques, les êtres célestes, les anges ne peuvent pas rentrer dans une personne si elle n'a pas une vibration quand même assez haute. Et on ne peut pas rentrer, le démon ne peut pas rentrer dans le corps d'une personne. Voilà, elle peut rentrer que dans un corps vide, tu vois, qui a nourri finalement des états bas, tu vois. Et il peut se laisser traverser. Donc ça, c'est important quand même pour garder la compassion. Tu vois, de bien faire la distinction entre l'être humain et finalement cette force de négativité qui rentre et qui se loge dans le corps d'une personne. Mais bien sûr qu'il y a beaucoup de charlatans, beaucoup de prophètes. Je te le dis, Marc. Si tu savais, et c'est souvent les personnes les plus célèbres que tu invites ou que j'invite, où j'ai dû me faire moi-même mon propre jugement, qui m'ont trahi, où j'ai vu qu'en fait, ce qui les animait, c'était l'argent. Et c'était pas du tout... ils s'inventent des guides du jour au lendemain. Ils s'inventent des expériences de mort imminente. Ils n'ont jamais vécu. Ils n'ont pas écrit leur livre. Ils n'ont pas le comportement humain que je ressens lorsque je lis un livre. Tu vois, et ni avec moi. Alors voilà, c'est la vie. J'apprends à affûter ma clairvoyance. C'est le seul moyen. Et puis après, j'ai des expériences à faire. Malheureusement, parce qu'on peut se tromper encore aujourd'hui. Est-ce que ta spiritualité t'a déçu parfois? La mienne, non. Mais celle des autres, oui. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a beaucoup quand même de flancs. Je trouve que parfois je commence à m'ennuyer, tu vois. Parce que je sens qu'il y a une antinomie complète entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font dans la vie. Et parfois, et c'est là où j'essaye, et je ne sais pas ce que tu en penses, Marc, c'est que dans mon émission, lorsque j'invite quelqu'un qui est bien sûr qui est doté de certaines facultés qu'ils ont développées extrasensorielles, comme Isabelle Serre, ce que j'aime bien chez elle, c'est qu'elle ne s'en sert pas pour que les gens soient fascinés par elle ou par quelque chose d'impalpable. Elle est très concrète, elle est dans la matière. Et donc moi, quand j'invite des personnes comme ça, c'est pas pour qu'ils me racontent qu'ils ont des facultés de parler. Non, c'est ok, mais qu'est-ce que j'en fais moi dans la matière, dans ma vie quotidienne en fait? Ok, ah d'accord, tu vas nettoyer les mémoires cellulaires. Donc ça veut dire que nous aussi, nos croyances, tu vois, je pars dans ça. Mais en revanche, je me fais un point d'honneur parce que j'ai ma responsabilité en tant qu'être humain et vis-à-vis au fait que j'ai la foi et que je veux servir en tout cas cette lumière. Je me dois en tout cas, tel que je peux, d'affûter cette clairvoyance et de ne pas alimenter la fascination dans le regard que les gens posent sur les invités que j'invite. Pour terminer, que dirais-tu aux personnes qui peuvent penser la même chose de toi? Qu'ils ont le droit en fait. Qu'ils ont le droit et que... Bon, après avoir lu ça, il faut vraiment faire parfois preuve de mauvaise foi que de non, penser ce genre de choses. Il y a toujours Mais des personnes on pourrait... qui seront... oui, et puis c'est ok. Et j'ai pas envie... Tu sais, moi j'adore le langage des oiseaux. Et dans convaincre, il y a con et il y a vaincre. J'ai pas envie de les convaincre du tout. Je suis juste en train de me dévoiler sincèrement. S'ils ne le ressentent pas comme ça, ils ont le droit. En tout cas, moi je l'ai ressenti d'une manière... voilà, tu sens qu'il y a... Pour essayer d'imager un peu les choses, on a l'impression qu'il y a un truc qui arrive comme ça, là, il y a un flot de doré et d'argent qui, à un moment donné dans ta vie, t'impacte, te transcende, te s'accapare de ton être et te fait prendre conscience en te disant, bon, maintenant tu vas arrêter ton cirque là, tu vas ouvrir le livre, tu vas écrire une jolie page blanche et tu redémarres à zéro et tu ressens les choses. Et là, je me dis, waouh, quelle chance! Tu te rends compte la chance que tu as d'avoir vécu cet état-là. Déjà, merci beaucoup pour tes mots, parce que finalement, je l'ai écrit pour entendre ce genre de choses. Donc, si ça te donne de l'espoir, c'est merveilleux. Mais tu sais, c'est pas de la chance. Je l'ai créé. Tu l'as créé, ouais. Tu vois, comme quoi j'ai du travail encore. Tout le monde peut le créer. Je ne suis pas une élue. Je crois pas en ça. Je suis juste un être ordinaire qui a développé des qualités humaines cruciales pour avoir la victoire.
la persévérance, le courage de se lever peut-être le matin pour aller prier, le courage de balayer cette négativité lorsque j'avais envie de la faire rentrer dans mon cœur, le courage d'aller encourager, de parler alors que j'avais juste envie, c'est-à-dire de regarder Netflix. C'est tous ces actes de bien que j'ai faits, parfois avec sincérité, parfois j'ai transformé la compassion en courage, parce que parfois on n'a pas tout le temps la compassion, ni vis-à-vis des autres, ni vis-à-vis de soi. Alors on le transforme en courage. Et finalement, ça réveille quand même sa vie. Donc c'est tout ça, ces actes que j'ai créés, qui ont fait qu'à un moment donné, c'est ces feuilles d'or, tu sais, au début, elles sont... Et c'est ça les bienfaits invisibles dont je parle. Le plus grand bienfait invisible, c'est cet état que j'ai vécu et que je nourris et que j'active tous les jours. Et finalement, c'est de ce bienfait invisible qu'apparaît un bienfait visible. C'est ces feuilles d'or, ces actes dans ce cœur. On dit que les 4 vertus du Bouddha, c'est la pureté, c'est aussi la joie. C'est ça aussi, hein. Et c'est pour ça que moi, la spiritualité, et c'est pour ça que j'aime l'humour et j'aime bien aussi parler avec toi, parce que tu désacralises un petit peu la spiritualité. C'est pas austère, la spiritualité. Elle s'incarne et c'est la joie, c'est l'humour. Je pense que l'univers a beaucoup d'humour. Les guides ont de l'humour. Et puis, il y a aussi les 2 autres vertus, c'est l'éternité de la vie, c'est vraiment comprendre finalement que notre âme est là, a toujours existé. Et la 4e vertu du Bouddha, pureté, véritable soi, authenticité. Cet endroit dont je parle, qui n'a aucun masque, qui est vraiment dans ce dialogue. Le dernier mot, mais vraiment dernier, je pourrais te garder des heures. Ta maman? Ma maman, elle va très bien. Elle l'a lu? Ouais. Elle a dit, qu'est-ce qu'elle en dit? Bah écoute, c'est touchant parce que j'ai pas spoilé le livre, mais je sais pourquoi tu me poses la question. Parce qu'elle est venue chez moi et donc c'était un moment assez fort. Elle l'a lu d'une traite. Bah, je pense que ça l'a bouleversée parce que j'ai un peu moins de nouvelles en ce moment. Parce que c'est le pouvoir des mots et je pense que parfois aussi le lire, c'est pas la même chose que se le dire de temps en temps ou on passe outre, mais en même temps, on va gagner encore plus en profondeur toutes les 2. Mais elle est merveilleuse. Elle t'a dit qu'elle était fière de toi? Oui, bien sûr qu'elle est fière de moi. Mais j'attends pas qu'elle soit fière de moi, mais en tout cas, malgré tout ce qui s'est passé, je l'aime éperdument, sans limite. C'est une maman. Voilà, c'est ça. Et je crois qu'on peut pardonner à sa mère tout et n'importe quoi. Et ça demande d'élargir. Merci Marc infiniment. Pour ce moment absolument merveilleux. Merci infiniment Karine. Merci pour ce très bel ouvrage, merci pour ton authenticité, merci pour tes bons mots et pour cette quête qui, à mon avis, devrait inspirer beaucoup de gens, apaiser beaucoup de gens aussi et permettre à ceux qui ont un petit côté Dark Vador de temps en temps de prendre conscience qu'on peut passer du côté Bien sûr. Tu sais d'ailleurs, ce Jedi qui est devenu Dark Vador, en fait c'était le meilleur des Jedi. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais c'est sa colère. C'est comment? C'est Luke Skywalker qui devient Dark Vador. Voilà, c'est ça, je crois. crois. Luke Skywalker. Il me semble que j'ai un doute, mais je crois que c'est ça. Mais tu vois, à un moment donné, parce que dans la colère, il y a aussi beaucoup d'arrogance, il a tellement nourri et alimenté, et il a rencontré d'ailleurs un ami de mal, cet homme, tu sais, desséché là, du visage. Oui. C'était le meilleur des Jedi, c'était le plus grand disciple au début. C'est pas Luke Skywalker. Pas Luke Skywalker, c'est le fils. C'est ça, le blond. Oui, absolument. Et l'autre, c'est je ne sais plus. Mais tu vois. On entend. Comment tu dis, Marin? Anakin. C'est Anakin. Exactement, et Anakin, c'était le meilleur Jedi. Oui, c'est ça. C'était celui qui avait la plus grande puissance. Exact. Mais il a aussi un énorme état de colère. Et il a choisi le côté obscur de la force. On a toujours le choix. Et Luke est le fils de... c'est ça, hein? D'Anakin. C'est ça, exactement. Viens, on va le revoir. On se fait un merci Star Wars. Merci infiniment, Karine. Merci. Le MAG, c'est tous les dimanches matin à 9h20. Exactement, sur C8. Sur C8. Merci de ton passage. Vraiment. Merci infiniment pour tout ce que tu nous as raconté et cette quête du bonheur inaltérable, voilà, que tu as trouvé. Merci infiniment. Vous partagez, vous commentez comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt sur ABC. Salut.